vais jouer mon rôle d'économiste et je vais dire pourquoi, pour moi, et puis plus généralement pour nous. Quand je dis nous, c'est les économistes atterrés, hein, donc sans doute vous avez, en tout cas j'espère, un peu entendu parler, pourquoi la Grèce c'est si important. On y a d'ailleurs consacré un de nos premiers dossiers, hein. Et il y en a un autre, pour ne rien vous cacher, qui va sortir très rapidement. Je suis en train de mettre une dernière main à un nouvel épisode de la crise grecque. Le premier s'appelait l'imbroglio grec, hein. La Grèce prise aux pièces de la zone euro, et puis le second s'appelle de l'imbroglio au chaos. Alors, donc, pourquoi la Grèce est si important? Alors, je vais donner mes messages tout de suite. C'est si important pour nous, pour trois raisons. D'abord, parce que la Grèce a été le moment où la crise du libéralisme, la crise d'un modèle de déréglementation financière, a trouvé une opportunité pour repasser à l'offensive. C'est-à-dire que c'est à partir de la Grèce que la crise du libéralisme qui était sur la scène publique, rappelez-vous, y compris de notre président préféré, hein, Nicolas Sarkozy, expliquant la spéculation financière, c'est fini, etc. Bien, et bien ça s'est inversé tout ça, et c'est devenu la crise des dépenses publiques. Hein, c'est devenu la crise du laxisme de la politique sociale, et on a eu un tour de passe-passe, hein, des idéologues néolibéraux qui ont transformé la crise de la déréglementation financière, la crise d'un modèle libéral, en une crise de l'État social, hein, et on est dedans. Voilà. Et la Grèce, c'est le passage de l'un à l'autre. Et je voudrais revenir sur ce point, alors que la crise grecque n'a pris la forme qu'elle a prise, catastrophique, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, que du fait de la zone euro et du fait des défaillances de la zone euro, parce qu'en gros, la dette grecque, au moment où elle s'est manifestée, même après les chiffres donnés par Papandréou qui a redressé, etc., c'est de la blague par rapport aux milliards de dollars qui sont brassés par la BCE tous les jours. Il y en avait pour 3/4 d'heure à la résoudre, en tout cas sur le plan comptable. Après, il fallait donner le temps que les choses se redressent, comme c'est normal. Mais justement, on n'a pas donné le temps. Et, comment dire, ça c'est un deuxième point pour lequel la crise grecque est importante pour nous, c'est que la Grèce a été utilisée comme laboratoire et modèle de ce qu'on allait imposer comme solution libérale à la crise. Et donc ça a été ce modèle punitif, hein, vraiment punitif, hein, en termes de coupure sur les dépenses sociales, sur le nombre de fonctionnaires, etc., qui ensuite a été généralisé, hein, parce que c'est le modèle grec avec des variantes, bien sûr, hein, qui a été mis en place pour l'Irlande, pour le Portugal, à travers le Fonds européen de stabilité financière. C'était la condition, hein, pour financer les dettes publiques. Et là où ça n'a pas été imposé, ça s'est imposé, si je peux dire. C'est ce qu'ont fait l'Italie, c'est ce qu'a commencé à faire la France, et que d'une certaine manière elle continue, c'est ce qu'a fait l'Espagne. Donc, si vous voulez, ce modèle grec catastrophique, c'est le modèle qui a été ensuite généralisé. Troisièmement, pourquoi la Grèce est importante pour nous? Parce que, et ça c'est une note dont j'ai envie de dire, malgré le caractère dramatique des choses, optimiste. Pourquoi la Grèce est importante? Parce que ça échoue, ça ne réussit pas, ce modèle-là de sortie néolibérale de crise. Et donc, je vous le dis très tranquillement, il y aura d'autres moments de mobilisation sociale. Il y aura d'autres rendez-vous sur lesquels nous aurons de nouveau l'occasion de faire entendre nos voix. Parce que c'est vrai que là, pour le moment, c'est un peu difficile, mais c'est en train d'échouer. Hein, faut pas croire. Il y a 8 jours, on nous expliquait, voilà, la crise de l'euro est derrière nous, etc. Lundi, coup de tabac sur les bourses. Aujourd'hui, problème de restructuration des dettes chypriotes. 3 fois rien, mais même ça menace de nouveau la zone euro. La Hollande est obligée du jour au lendemain de sortir 10 milliards d'euros pour nationaliser une banque. Bref, rien n'est réglé, absolument rien. Bon. Et comment dire, ce qu'on voit en Grèce sous forme
dramatique, est aussi ce qu'on voit dans le reste de l'Europe. Donc, je veux dire, ils croient tenir une solution, mais ils n'en ont pas. Donc, voilà les trois raisons pour lesquelles la Grèce est importante. Alors maintenant, je vais y revenir brièvement. Hein. J'ai adressé mon message, mais je voudrais juste apporter maintenant quelques arguments sur ce point. Donc, premier point, revenir sur la crise grecque de 2009-2010, hein, la crise initiale, et réinsister sur le fait que, évidemment, même s'il y a une responsabilité de la bureaucratie politique grecque, du clientélisme, de tout ça, je crois que ce n'est pas notre rôle de l'absoudre. Hein, je veux dire, il y a une responsabilité, c'est évident. Mais cette responsabilité, elle est très seconde sur la forme dramatique qu'a pris la Grèce par rapport à une responsabilité bien plus fondamentale qui est la constitution même de la zone euro et la manière dont la crise a été gérée par la Troïka, hein, en l'occurrence, qui s'est installée en pilote de la gestion de la crise. Je vais revenir sur ce point parce qu'il est d'une grande actualité. Quel est le problème de la défaillance de construction de la zone euro? Qu'on soit pour le maintien de la zone euro ou non, moi, je n'aime pas mes cartes. Je suis plutôt favorable, si on peut, à maintenir la zone euro, pour un tas de raisons. Mais j'entends aussi les arguments de ceux qui disent qu'il faut la mettre à bas. Hein. Mais en tout cas, quel que soit le point de vue, il y a une défaillance fondamentale dans la construction de la zone euro. Et la défaillance fondamentale dans la construction de la zone euro, c'est quoi? C'est de dire, il n'y a pas de principe de solidarité dans la zone euro, articles 123 et 125, hein, principe de non-solidarité, principe de bail-out. Chaque État doit être responsable de son propre équilibre. C'est un concept allemand, hein, c'est le concept de communauté de stabilité budgétaire. C'est une communauté, puisque c'est la zone euro et qu'on a une monnaie unique, de stabilité budgétaire, ça veut dire chacun doit mettre de l'ordre chez soi et chacun doit être en équilibre. Ça, c'est les critères de Maastricht. Bon, or, on fait ça sans aucun principe de transfert, sans politique économique commune, sans budget commun. C'est tout simplement impossible. Et la garantie qu'on se donne, c'est la deuxième grande défaillance de la zone euro, la garantie qu'on se donne, c'est que le gendarme de cette stabilité budgétaire, hein, c'est les marchés financiers. J'insiste quand même sur ce point, hein, parce que je veux dire, comme économiste, là c'est vraiment mon métier, hein, pour ceux qui auraient un doute là-dessus. La zone euro est une exception, est une anomalie. Hein. Ça veut dire que dans tous les grands pays du monde, les banques centrales sont en charge d'acheter les dettes publiques. Et c'est ça qui garantit que les dettes publiques s'achètent à des taux bas et qu'en cas de montée de la dette publique provoquée par une crise, il ne se passe rien, parce que la Banque centrale achète de la dette publique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des choses ensuite pour régler la dette publique, bien sûr, mais ça veut dire qu'on ne le fait pas en situation d'urgence. Ça veut dire qu'on ne le fait pas en situation de chantage par les marchés financiers. Dans le cas des États-Unis, hein, par exemple, dans le cas des États-Unis, il faut que vous sachiez ça, c'est, comment dire, la Fed, c'est la Banque centrale, qui organise l'open market pour recueillir des fonds pour la dette publique. Et les gens de la Fed sont là, et si la montée des taux d'intérêt sur la dette publique est trop importante, ils tapent sur les doigts des spéculateurs et leur disent « Allez jouer, c'est pour nous la dette publique, on l'achète à 2%. Donc vous ne l'aurez pas hein, à 5, 6, 7, 8, 20, comme on a voulu l'imposer à un moment à la Grèce. » Donc ça c'est la deuxième défaillance de la zone euro. Non seulement il y a non-solidarité, mais deuxièmement, le gendarme, c'est les marchés financiers, qui sont gendarmes de rien du tout, les marchés financiers. C'est des spéculateurs, et à la première occasion, ils fondent comme des vautours pour tenter de faire de l'argent sur les dettes publiques. Ben, il n'y a personne pour les empêcher de faire ça. Et encore aujourd'hui, on est dans la même situation, hein, parce que la fameuse annonce de Draghi, hein, j'en profite pour actualiser les choses, qui est supposée avoir calmé la zone euro, c'est pas du tout ça hein, qu'a dit Draghi. Draghi a dit « j'achète, moi, Banque centrale, sur le marché secondaire des dettes de moins d'1 an de maturité, c'est-à-dire une toute petite dette, et puis de toute façon, une fois que les taux d'intérêt ont été fixés par les marchés, une fois qu'ils ont spéculé. Donc il y a une espèce de garantie à spéculer, allez-y spéculer, et si jamais il y a un problème, vous inquiétez pas, moi je rachète par derrière. Donc c'est une garantie donnée au marché, mais ce n'est pas du tout une garantie donnée aux États. Hein. Bon, donc
voilà pourquoi la dette grecque a pris, je veux dire, la crise grecque, sans, encore une fois, j'insiste sur ce point, hein, sans donner quitus à la bureaucratie politique grecque qui s'est succédée pendant 20 ans. Il n'y a aucun quitus à leur donner. Mais en tout cas, voilà pourquoi elle a pris la forme qu'elle a prise. C'est parce que, eh ben voilà, on a laissé faire les marchés financiers et que, évidemment, les marchés financiers, la seule chose qu'ils ont fait, c'est spéculer. Bien. Ensuite, comment dire, la bureaucratie européenne, à travers la Troïka, a retardé toutes les solutions, a exercé un chantage, a commencé par faire des efforts, et alors là on a inventé toutes les histoires qu'on connaît sur le caractère trop généreux de l'État social, etc., etc. Bien. Et toute cette, comment dire, tout ce dispositif a été réutilisé par la suite. Et c'est le moment où idéologiquement ça s'est inversé. C'était plus une dette de la, c'était plus, pardon, une crise de la déréglementation financière, c'était une crise du laxisme de l'État social. Pour nous qui vivons même dans un pays comme la France, qui a été moins atteint que d'autres, le laxisme de l'État social, avec ce qui se passe dans les hôpitaux, hein, avec ce qui se passe dans l'éducation, avec ce qui se passe dans les crèches et les maternelles, avec ce qui se passe dans les attaques sur la sécurité sociale, le laxisme de l'État social, il fallait vraiment être gonflé. Bon, ils l'ont été. Et c'est vrai que la Grèce a permis ça, hein, parce qu'on a généralisé, on a transposé. Bon, donc j'en viens à mon deuxième point. Donc, le modèle mis en place pour la Grèce, y compris les dispositifs institutionnels. Moi qui suis économiste, donc c'est mon métier. Le Fonds européen de stabilité financière qu'on a inventé à ce moment-là, hein, qui avait pour mission de lever de l'argent avec la garantie des États pour financer les pays en déficit. Essentiellement, d'ailleurs, en ont bénéficié, donc, je répète, la Grèce, l'Irlande, l'Italie. Ça a été créé d'abord pour la Grèce, et ça a servi ensuite pour l'Irlande et pour le Portugal. Le MESF, hein, qui est devenu ensuite le MES, hein, le mécanisme européen de solidarité, qui est un prolongement du FESF, c'est une invention institutionnelle, y compris, là encore, à l'occasion de la deuxième crise grecque, si je peux dire, à l'occasion du deuxième plan, celui au cours duquel on a effacé une partie de la dette pour mieux garantir d'ailleurs les banquiers qui avaient entre les mains quelque chose qui valait rien. Donc on a effacé une partie des titres faciaux pour leur donner quelque chose qui lui était garanti. Bon, on reviendra là-dessus si vous le souhaitez. Bon, ça aussi c'est une création institutionnelle faite à l'occasion de la crise grecque et qu'on a ensuite réutilisée. Voilà. Tout ça pour dire donc que sur ce deuxième point, le modèle grec, si je peux dire, a été extrêmement important. Alors maintenant, pourquoi la Grèce est importante? Parce que, je l'ai dit, c'est en train d'échouer. Hein. C'est-à-dire que le niveau de désagrégation sociale auquel on est parvenu en Grèce, le niveau de, comment dire, tension sociale auquel on parvient en Italie, au Portugal, en Espagne, etc., provoque évidemment ces catastrophes. La montée des groupes d'extrême droite dont vous avez parlé, dont on va sans doute reparler, puisque le cas de la Grèce, là encore, est exemplaire, si vous voulez. La Grèce, elle est un peu, comment dire, elle est un peu, comme disait Marx, là, regarde-toi, c'est ton avenir qui est là. Alors, jusqu'à un certain point, ça reste vrai, c'est-à-dire que tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, sous une certaine forme, a été ensuite présent dans le reste de l'Europe. Bon, donc, pourquoi c'est en train d'échouer? C'est en train d'échouer parce que cette focalisation sur les dettes, on a presque l'impression que ça leur a fait oublier à eux-mêmes que la crise, elle est financière. Et qu'elle est d'abord du modèle financier lui-même. Et, comment dire, on n'a absolument rien fait sur le fond. On n'a absolument rien fait sur le fond. Ça veut dire que les annonces de Draghi, je l'ai dit, sur le rachat des dettes à court terme, ont un tout petit peu calmé les marchés financiers. Pourquoi? Parce que ça les garantissait qu'ils pouvaient spéculer qu'il y avait la Banque Centrale Européenne derrière
pour leur garantir en cas d'échec de leur spéculation. Mais, comment dire, du point de vue de, je viens de le dire, hein, du point de vue des défaillances bancaires, du point de vue Chypre, la Hollande et, d'une certaine manière, la France et la Belgique. Dexia, hein, en est à sa 3e restructuration. Quand on dit en France, ah oui, mais en France, l'aide aux banques a rien coûté, ça a même rapporté de l'argent. Vous savez, c'est un discours couramment tenu, mais c'est un mensonge gros comme le monde entier, parce que Dexia, à soi seul, a déjà engouffré au moins une quinzaine de milliards d'euros. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Ce pour ne rien dire du fait que ce sont les contribuables américains qui ont payé pour la crise française. Parce que ça, vous ne le savez pas, mais les subprimes français, ceux de la BNP, ceux de la Société Générale, etc., n'ont pas été provisionnés à la perte. Ils ont été payés pratiquement à 100% par le contribuable américain à travers les assureurs monoline américains. C'est-à-dire l'argent donné aux assureurs américains par Obama a été immédiatement utilisé pour payer rubis sur l'ongle les gens qui s'étaient assurés sur les subprimes, dont les Français. Bon. Donc, ça n'a pas été fait. La réforme bancaire, telle qu'elle est annoncée, vous avez vu en France, c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Le projet de loi aujourd'hui proposé par Moscovici, c'est une blague. Hein. Ça veut dire que l'idée c'était quoi? L'idée c'était de séparer les banques de dépôt, l'activité de dépôt et de crédit de l'activité de spéculation. La proposition actuelle, il semble que les députés socialistes sont en train de bouger, mais on va voir, hein, parce qu'on va aussi leur taper sur les doigts, comme d'habitude, consiste à déplacer 1% de l'activité des banques, à mettre, comment dire, à sécuriser, entre guillemets. Ça veut dire qu'elles vont continuer exactement comme avant. Bon. Donc, là encore, pratiquement, rien n'est fait. La supervision bancaire proposée par l'Union européenne, hein, qui était supposée aussi apporter des solutions. L'Allemagne a obtenu ce qu'elle voulait, à savoir que ces caisses d'épargne et ces banques régionales ne sont pas supervisées. Or, c'est de là, hein, qu'est venue une partie des problèmes, y compris dans la crise européenne. Ne seront pas supervisées. Deuxièmement et surtout, l'idée très importante qui est que les financements donnés au déficit public ne viendraient pas, pardon, les crises bancaires qui se transformeraient en recapitalisation ne viendraient pas comme déficit public, c'est pas du tout acquis ça. Ça veut dire que ça peut absolument continuer comme avant, à savoir les banquiers gagnent de l'argent, ils distribuent des dividendes, ils perdent de l'argent, ça devient de la dette publique. Ça, c'est le schéma de ces 10 dernières années. Il n'est pas du tout acquis qu'on doit mettre fin à ça, ce qui était pourtant annoncé. Et pour ce qui est de la recapitalisation des banques espagnoles, où ça devait être expérimenté, c'est-à-dire que pour la première fois, on devait recapitaliser les dettes espagnoles sans augmenter le déficit public, l'Allemagne a dit non. L'Espagne s'est recapitalisée, encore une fois, avec le déficit public. On verra après. Bon. Donc, je veux dire, absolument rien réglé. On est toujours sur un volcan. Et, comment dire, je crois vous l'avoir suffisamment montré, tout ce qui a été expérimenté en Grèce s'est poursuivi et généralisé. Et jusqu'à présent, on est toujours dans le même schéma. Mais encore une fois, je considère que c'est une bonne nouvelle. Ça ne marche pas, et je le répète, il y aura d'autres moments de rendez-vous dans la rue, dans le public, dans l'opinion, dans les médias, avec les citoyens, et je pense que nous aurons d'autres occasions de nous faire entendre et de peser sur les choses. Voilà, je vous remercie.